Alors, on va justement te donner la parole, Jérôme, avec ta chronique Ticket to Teach. Vous allez devoir faire preuve d'imagination par moment, parce que parfois, il faudra imaginer qu'il y a une chronique. Parce qu'on a une grosse actualité, parce que la semaine dernière, c'était le bootcamp, mais cette semaine, en plus, on a la grande joie d'accueillir une délégation de collègues d'université de l'Ouest des Balkans, du Monténégro, du Kosovo, pardon, et de l'Albanie. C'est super. Et donc, ça fait que je ne suis pas tout à fait fier du Ticket to Teach que je vais vous proposer, mais si ça se trouve, ça sera la meilleure. On ne sait jamais. Voilà, on va avoir tout ça. Parce que je voudrais commencer par vous raconter, donc on va parler de l'imaginaire, c'est un peu le thème de cette journée, et on va même imaginer un titre. Imaginer un titre qui collerait bien à cette Ticket to Teach. Et une fois que vous l'avez bien en tête, on peut se lancer. Et on va commencer par raconter une histoire. Et comme toutes les histoires, quand on commence par dire « Il était une fois ». Alors, il était une fois 3 voyageurs. Alors, le premier, essayez de les trouver, il y a un petit jeu dans le jeu. Le premier, il refusait de grandir. Le deuxième, il combattait des géants invisibles. Et la troisième, tombait dans un terrier. Donc, il y a Peter Pan. Ouais. La dernière, c'est Alice. Oui. Et combattait des géants invisibles. Et il combat des géants invisibles. Le petit pouce. Attends, je suis perdu. Don Quichotte. Don Quichotte. Ah oui. Et oui. Oui, alors, je suis resté sur les comptes. Alors, ce que j'aime bien avec ces 3 personnages, c'est qu'on pense qu'ils fuient la réalité dans un imaginaire, mais en fait, ils ne fuient pas la réalité si on est attentif, et je ne doute pas que vous l'êtes toutes et tous. En fait, ils traversent la réalité de façon autre. Peter Pan, Don Quichotte, Alice, c'est pas un trio basique, ordinaire. Ce sont, à mon sens, des pionniers de l'imaginaire, des arpenteurs du monde possible, et j'ai envie de les appeler les maîtres du « et si ». Peter Pan, il refuse de grandir, il refuse les contraintes du monde adulte et il préfère aller vivre dans une île volante, et c'est bien mieux qu'évidemment que d'être dans un pensionnat miteux. Don Quichotte, lui, réinvente son quotidien, en imaginant chaque jour aller combattre ces moulins qui sont en fait, ces géants qui sont en fait des moulins. Et Alice, elle s'émerveille, elle déjoue les absurdités logiques et elle questionne ce qui paraît normal dans un monde inversé. Alors pour moi, ce qui les unit, ce n'est pas la folie ou l'évasion, c'est donc cette puissance de l'imaginaire comme force de reconfiguration du réel. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se demander si ces figures, au lieu d'être reléguées à la littérature enfantine, et si, en fait, elles devenaient des modèles pédagogiques. Et si l'imaginaire n'était pas l'ennemi du savoir, mais bien l'une de ses formes les plus fécondes. C'est cette hypothèse que je vais essayer de travailler, qu'on va essayer d'explorer en plongeant dans des jeux comme autant de laboratoires narratifs. Car jouer, comme le pensait Jacques Henriot, c'est d'abord imaginer. C'est là ici faire comme si. Se projeter, rêver ensemble. Et rêver ensemble un monde où les règles changent et où chaque joueur devient à sa manière un nouveau Peter Pan, un chevalier errant, ou une Alice curieuse. Je regarde, mais... Alors, prenons le temps de définir l'imaginaire. Ça, j'ai eu le temps de bien le faire dans ma chronique. C'est la partie j'ai bien travaillé. Dommage, c'est pas la plus intéressante, mais je l'ai bien travaillé. Donc, prenons le temps de définir l'imaginaire parce que, comme tu le disais bien, il y a imaginaire et il y a imagination. L'imaginaire, au sens du philosophe Gilbert Durand, cela désigne l'ensemble des représentations symboliques qui structurent notre perception du monde. L'ensemble des représentations symboliques qui structurent notre perception du monde. Il ne faut pas le confondre avec l'imagination qui est une faculté individuelle à produire des images mentales nouvelles. L'imagination, de mon point de vue, mais ça on pourra le soumettre au débat, c'est une capacité personnelle, créatrice, et souvent spontanée. Là où l'imaginaire, lui, il est plus collectif, plus structurant, plus ancré, et donc plus culturel. L'imaginaire, il organise nos visions du monde à travers des récits, des figures, des mythes. Dans le cadre d'un jeu, ou du jeu en général, cet imaginaire ne se limite pas à une ambiance ou un décor, il s'incarne dans une mise en récit du cadre ludique. Il y a une trame mythique. Alors des fois c'est un peu cliché, la lutte du bien contre le mal, une quête de rédemption, exploration d'un monde perdu. Il y a des rôles qui sont assignés, des héros, bâtisseurs, explorateurs, conspirateurs.
Il y a des univers qui sont également présents, fantasy, science-fiction, western, tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a même les mécaniques de jeu qui traduisent ces représentations en actions qui sont, une fois de plus, symboliques. Alors, si on prend quelques exemples parmi les jeux de plateau, on peut s'apercevoir que cela se manifeste de différentes façons. Et j'en identifie 3 différentes manières de concevoir l'imaginaire. On peut le concevoir de manière narrative, lorsque l'histoire est portée explicitement par le jeu. Donc, je crois que j'ai vu ici, j'ai l'impression que c'est Le secret de mon père. Le secret de mon père. J'ai envie de dire Oltré. Ici, voilà, l'imaginaire fait partie de façon narrative. On peut l'avoir de manière thématique, lorsque le thème intègre les mécaniques et la stratégie. Donc, dans Dune, dans Loop. Ici, dans Loop, on a ce savant fou qui va à moitié faire une bombe, j'imagine, comme tout savant fou. Il peut détruire le monde. Je sais pas, en tout cas, il détruit les temporalités. Alors, c'est le méchant. Il détruit les temporalités. Et donc, en fait, autour de cette intrigue thématique de mise en danger, on va avoir des mécaniques et c'est ce qui va nous pousser à jouer. Et parfois, c'est de manière évocatrice. Lorsque c'est la subjectivité des joueurs qui donne forme à l'univers par association, par interprétation, comme dans Mysterium, dans Dixit. Et donc, ces 3 manières, narrative, thématique ou évocatrice, ça permet de mieux saisir les usages de l'imaginaire dans les jeux. Ici, l'imaginaire, donc, ne sert pas à décorer l'expérience, mais bien à structurer l'engagement, à orienter des stratégies ou, parfois, à ouvrir un espace de projection et de pensée. Alors, en pédagogie, qu'est-ce qu'on peut en faire de cet imaginaire? C'est là où c'est un peu moins travaillé. Je ne devrais pas faire, faut pas le dire. Mais faut pas le dire. Je suis désolé, mais c'est pareil, il faut que j'arrête de regarder Radio Nova, ils ont une influence désastreuse sur ma façon de faire mes chroniques. Et encore, vous n'avez pas vu Jean-Noël Mistral. Alors, en pédagogie, on a souvent tendance à valoriser le concret, le mesurable et le reproductible. Et donc, on a un peu ce formalisme qui est présent dans le pédagogique. Et c'est pour ça que, quelque part, l'éducation telle qu'elle s'est mise en place, un peu de façon industrielle, carcérale, répétitive, formatée, en fait, elle se méfie de l'imaginaire. Et il y a pourtant des recherches qui sont intéressantes, et pas plus tard que ce matin, le matin, je me lève un peu tôt, et en ouvrant ma page LinkedIn, faut pas croire que je commence ma journée par ça, mais je suis tombé sur un post de notre ami Philippe Lépinard qui faisait mention d'un article qui est sorti, qu'il a déposé il y a quelques jours, article qu'il a coécrit avec Anna Desroyans en 2025, là vraiment, et qui est un article dont je vous conseille la lecture. Et cet article montre que l'imaginaire est un puissant levier de médiation didactique. Et donc, c'est autour d'une expérimentation qui a été faite de jeux de rôle, le jeu de rôle qui s'appelle Babel, pour développer sa culture générale. Donc, c'est un jeu qui est sorti aux éditions des 12 singes. Et ici, c'est intéressant parce que cet imaginaire permis dans le cadre d'un jeu de rôle sur table, ça permet de stimuler la motivation intrinsèque. On a vu que c'était la motivation qui était la plus recherchée, celle qui vient de l'intérieur. Ici, qui va se manifester par le plaisir d'entrer dans un monde narratif. Cela permet de favoriser des transferts cognitifs, par analogie, par métaphore. Ce qu'on est en train de faire dans le jeu, ça pourrait ressembler à ce qu'on est en train de faire pendant un oral de recrutement, par exemple. Et puis, ça suscite une projection identitaire et aussi à travers la prise de rôle. Et ça, c'est essentiel dans une formation, en particulier une formation professionnelle. Donc là, dans ce contexte-là, on a mobilisé des imaginaires qui ne sont pas là pour faire joli. Ça permet vraiment d'incarner des tensions, de vivre des choix, d'avoir aussi la possibilité de penser en jouant. Et de fait, l'imaginaire peut être une interface pédagogique puissante. Il y a des limites. C'est là où j'ai écrit juste le mot critique. Faut pas dire. Il y a des limites, évidemment, à cette... Il faut laisser place à l'imagination. Il y a des limites, évidemment, à cet effet-là, parce que si on mobilise l'imaginaire, qui est un construit collectif, il va falloir s'assurer que l'imaginaire que l'on mobilise va bien emmener tout le monde au même endroit et de la même façon. Et l'imaginaire peut avoir ce défaut de laisser en retrait certains qui ne vont pas rentrer dans cette illusion collective que l'on accepte. Et puis, on peut avoir, des fois, dans l'imaginaire que l'on va créer, des effets sous-jacents de
violence, de représentation que l'on ne souhaite pas et qu'on ne maîtrise peut-être pas. Si on va reparler de tout ce qu'on avait dit sur l'esclavage dans Puerto Rico, sur Secret Hitler, enfin voilà, tous ces jeux-là qui quelque part peuvent à un moment ou un autre mobiliser un imaginaire. Et dans cet imaginaire, il y a de l'imagination et qui peut nous amener peut-être pas à pas à sortir de là où, quelque part, le cadre sécurisé que l'enseignant avait voulu créer va disparaître pour laisser place finalement à une zone d'inquiétude, de curiosité, voire d'indignation de se retrouver à devoir jouer dans cet environnement-là. Donc, il y a aussi une très, très grande prudence et un cadrage important à faire en amont, je pense, de toute activité qui va mobiliser l'imaginaire. Parce que je peux trouver ça très, très cool de jouer des cow-boys qui tuent des Indiens. Je ne sais pas si c'est super cool en soi, parce que je jouais le Steve Jackson qui est ici. Mais c'est peut-être pas un Indien. C'est un mec qui avait un chapeau. Voilà. Donc, c'est pas non plus, de façon macro, un grand problème. Alors, je vais conclure. Je vais conclure avec une espèce de honte mêlée de fierté. Vous repérez les parties qui sont respectivement en lien avec ces éléments-là. Jouer, c'est créer un monde temporaire. Imaginer, c'est habiter ce monde. Et apprendre, c'est peut-être essayer de croiser les deux. Faire de l'expérience ludique un lieu de transformation, de déplacement et d'émerveillement. Alors, j'avais 2 citations qui se battaient en duel dans ma tête avant, et je vais vous les livrer finalement. Il y en a une que je trouve qui n'est pas inintéressante par rapport à ce que je viens de dire. J'étais vérifié sur le manifeste du surréalisme coécrit par André Breton en 1924. « Il est vrai que l'imaginaire est ce qui tend à devenir réel, disait-il. » Donc, quelque part, ça assoit un petit peu cette perception que l'imaginaire, c'est pas sale, c'est pas une terre à ne pas explorer pour nous, pédagogues. Mais je préférais quand même conclure avec ce petit mot qui est soufflé dans l'oreille de Wendy par Peter Pan et qui vient, alors plus dans le dessin animé que dans la pièce de théâtre Peter et Wendy, et qui vient dans le dessin animé lui souffler « You can fly ». Et j'aime bien cette invitation à se dire « tu peux voler ». Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, il y a même une chanson. On se doute bien, c'est un Disney. I believe I can fly. Non, mais... non, ça c'est... On s'envole, on s'envole. Ah oui, voilà, et en français. Moi, je regarde en français. C'est I can fly, I can fly. Et le changeant de style aussi. Donc voilà, donc je vous invite à penser que vous pouvez voler, parce que c'est un petit peu cette puissance évocatrice de l'imaginaire qu'il nous faut convoquer lorsque l'on joue.